Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je voudrais à présent céder la parole à votre animatrice aujourd'hui, Jennifer Zelmer, présidente et directrice générale de la FCSS. Jennifer Zelmer, merci et merci à tous d'être des nôtres aujourd'hui. Nous sommes ravis que vous soyez des nôtres de partout au Canada et d'avoir la possibilité de se servir de cette technologie pour se réunir. J'aimerais commencer par reconnaître que pour un grand nombre d'entre nous au Canada, dont c'est mon cas d'ailleurs, je vous parviens d'un territoire qui est habité par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. Dans mon cas, les territoires de la nation Algonquin-Anishinaabe. Et nous avons beaucoup de chance de pouvoir vivre et travailler dans cette région. Et il est important pour nous de continuer d'échanger des connaissances par rapport au rassemblement et au partage. Alors, avec les avantages qui nous sont accordés par cette technologie, on peut le faire plus largement. Et donc, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous présenter dans la boîte de dialogue, de sorte que tout le monde sache où vous êtes. Et d'ailleurs, vous pouvez vous servir de cette boîte de dialogue pendant tout le webinaire pour échanger avec vos collègues de partout au pays, de sorte que l'on fasse de ce webinaire un dialogue et que l'on tire parti de cette technologie tout en reconnaissant qu'on ferait les choses peut-être différemment si on était en personne. Alors, si vous souhaitez participer en français, veuillez désactiver les haut-parleurs de votre ordinateur et composer le numéro de téléphone à l'écran. Merci à tous et commençons. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée d'un groupe d'illustres panélistes et je me réjouis d'avoir la conversation avec eux. Alors, chacune de ces personnes a de longues notices biographiques. On pourrait passer beaucoup de temps à les lire, mais je vais vous en donner une lecture plus courte. Alors, le docteur Samir Sinha est directeur de la gériatrie au réseau de santé Sinai. Il est également prof à l'Université de Toronto et l'Université Johns Hopkins et directeur de la recherche à l'Institut national sur le vieillissement de l'Université Ryerson. Alison Orr, qui travaille depuis très longtemps à des programmes d'aide à la vie autonome, en a plein les bras avec la réaction à l'éclosion de COVID-19. Et donc, depuis le mois de mars, elle poursuit ses travaux de coordination des soins de longue durée, mais à présent à l'autorité sanitaire Fraser. Mario Di Carlo est patient partenaire. Il a été cadre supérieur dans diverses sociétés internationales, sociétés d'État. Il a siégé à de nombreux conseils d'administration. Et début 2007, il est devenu animateur pour le programme d'autogestion des maladies chroniques au CUSUM. Et il a participé par bien des moyens à l'amélioration de la participation des patients et des proches et continue de le faire d'ailleurs à bien des égards. Alors, je me réjouis d'échanger avec eux. Justement, je vais commencer par présenter le rapport que nous avons publié aujourd'hui. Prochaines étapes à la réponse à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées, ce que nous avons entendu. Alors, nous allons vérifier auprès de nos panélistes ce qui, à leur avis, est le plus gros problème en matière de soins auprès des personnes âgées, quels sont les meilleurs moyens d'apprendre les uns des autres. Et ensuite, on parlera d'une possibilité qu'on lance officiellement aujourd'hui, c'est-à-dire de créer un collectif qui nous permette de diffuser, de mettre à l'échelle des pratiques prometteuses qui ont été identifiées ici au Canada et à l'échelle internationale. Ainsi, on pourra passer au deuxième cran pour la réaction à la pandémie. Alors, le rapport lui-même à présent. Nous avons organisé environ 40 entrevues auprès de proches aidants et de dirigeants du système de santé qui proviennent de toutes sortes de domaines, mais des soins de longue durée, des maisons de retraite, de la santé publique, des soins à domicile, des centres hospitaliers, des gouvernements, enfin, un vaste éventail. Et nous avons posé des questions par rapport à l'évolution de la maladie. Qu'est-ce qui a précipité les flambées dans les établissements de soins de longue durée?
Et on a posé des questions aussi sur les pratiques prometteuses. Qu'est-ce qui pourrait nous aider au cours des 3 à 6 prochains mois que l'on pourrait diffuser à mettre à l'échelle dès aujourd'hui pour limiter les possibilités d'éclosion ou au moins atténuer leurs effets? Et enfin, comment maintenir les soins essentiels autres que ceux liés à la COVID-19 pour les personnes âgées jusqu'à la fin de 2020 et au-delà, étant donné les défis posés par la COVID-19. Et d'ailleurs, Émilie Desmottes vient de nous afficher le lien vers le rapport. Et d'ailleurs, pendant le webinaire, on vous en présentera que les grands extraits. Alors, je vous invite à en prendre connaissance à loisir. Alors, que s'est-il passé de mars à mai dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées? D'ailleurs, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont réagi à notre appel, car un grand nombre de ces personnes étaient toujours au beau milieu de l'éclosion. Ils ont trouvé du temps, malgré leur horaire très chargé, pour répondre à notre demande. Et ils se sont engagés à apprendre de ce qui se passait pendant le printemps pour que l'on puisse se remettre sur des bases plus solides. Et nous avons tout à fait entendu que la pandémie a touché très durement les établissements de soins de longue durée. Et dans certains cas, les conséquences sont catastrophiques. 8 morts sur 10 au Canada, comme vous le savez sans doute, se trouvent dans les établissements de soins de longue durée. Or, il est aussi important de reconnaître que tous les centres n'ont pas été touchés de la même façon et il y a eu des réactions très positives. Mais ce que les personnes que nous avons interviewées nous ont raconté, c'est qu'il fallait d'abord reconnaître les vulnérabilités de longue date du système qui posaient problème. Et le fait qu'on avait pu voir ce qui se passait en Italie, en Espagne et à New York, au départ, au Canada, on s'est davantage concentré sur les centres hospitaliers, les centres de courte durée. Et donc, on a entendu ce besoin de reconnaître les difficultés et certainement de les améliorer. Alors, les pratiques prometteuses se regroupent en 3 ou plutôt 6 secteurs que je vais présenter très rapidement. Mais pour vous donner, si vous voulez, un exemple de l'éventail de choses que nous avons entendues, la première pratique concerne la préparation, c'est-à-dire veiller à mettre à jour l'application des normes en matière de protection et de contrôle des infections, l'établissement de normes qui s'appuient sur des données probantes pour améliorer la formation de sorte que tout le monde soit au courant de ce qu'il faut faire. Par ailleurs, il y avait la question d'établir des liens avec les partenaires régionaux. Alison Orr nous en dira plus long un peu plus tard, mais de veiller à ce que tout le monde soit au diapason, à savoir comment réagir à une éclosion. Deuxième catégorie, la prévention. Dans ce cas-ci, il s'agit d'éviter qu'une infection ne se retrouve dans un établissement de soins de longue durée. Et je devrais signaler d'entrée de jeu que tout le monde reconnaît que s'il y a moins de diffusion, de propagation dans la communauté, évidemment, il y a moins de risques pour l'établissement de soins de longue durée. Ce n'est pas le point focal de ce rapport. Or, il faut reconnaître que tout ce que l'on fait pour réduire la propagation dans la communauté a un impact également sur les soins de longue durée. Mais dans le secteur des soins de longue durée à proprement parler, la recherche des contacts, le port du masque, toutes ces dispositions de santé publique, mais en plus de cela, comment optimiser les modèles de soins. On a entendu de la part de prestataires dans le secteur qu'il existait beaucoup d'agences de soins à domicile qui pénétraient dans les domiciles des gens et cela peut poser un problème. Donc, comment réduire ce risque? Par ailleurs, comment aider les personnes qui se trouvent dans la communauté, dans leur domicile ou dans un établissement de longue durée afin de leur prodiguer les soins nécessaires dans leur communauté, dans ce contexte, de sorte qu'ils évitent une visite à l'hôpital. Alors, troisièmement, les effectifs. Évidemment, les soins sont prodigués par des personnes. Et donc, nous avons beaucoup entendu parler de stabiliser, de renforcer les effectifs, de comprendre dans quelle mesure il est difficile de travailler dans une situation d'éclosion et du fait qu'il faut aider les gens à rester en sécurité grâce à une intervention psychologique et de santé et sécurité au travail. Ensuite, comprendre les défis par rapport à la formation et à la capacité et quelle est la réalité des risques de transmission communautaire. Ensuite, on
on y est, c'est-à-dire la flambée est à nos portes, réponse à la pandémie et capacité de mobilisation. Maintenant, il s'agit d'avoir des plans officiels clairs et bien communiqués. Qui contacter en cas de difficulté et comment ces personnes vous aideront-elles? Car beaucoup de gens qui ont vécu des flambées graves ont appris que lorsqu'on arrive au point de basculement, il est très difficile pour un établissement de réagir seul. Par exemple, un établissement pourrait avoir une baisse de personnel qui est malade et qui doit s'isoler, donc il faut pouvoir faire appel à des mesures de soutien. Ensuite, comprendre la réaction aux soins COVID et non COVID. Au tout début, on a peut-être voulu fermer les portes par mesure de précaution, mais beaucoup de patients ont toute une gamme de besoins. Alors, comment veiller à ce que l'on prodigue de bons soins de qualité pour les soins primaires, mais aussi l'accès à des soins de spécialité? Veiller à ce qu'il y ait des plans de soins axés sur la personne et vraiment trouver le moyen d'aider les gens tout au long de leur cheminement de soins. Et enfin, la présence des familles. On a eu toute une série sur la présence des familles, dans le cadre de laquelle on a examiné si on avait revu les politiques avec la présence de patients et de proches partenaires, comment inscrire leur présence dans les pratiques. Est-ce qu'on s'est servi de moyens de réduire les méfaits? Comment tirer parti de ces pratiques prometteuses pour maintenir la présence des familles tout en minimisant le risque? Alors, c'était un aperçu très rapide de certaines des choses que nous avons entendues au fil de nos entrevues pour ce rapport et la perspective de personnes qui ont été touchées par la pandémie et qui ont participé à la lutte au virus. C'est ainsi que j'aimerais commencer la conversation avec nos panélistes. Je vais céder la parole à Mario Di Carlo qui entamera la conversation. Mario Di Carlo. Bonjour. J'ai été touchée par la polio depuis le début des années 60. Pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas ce qu'est la polio, c'était une épidémie qui était très prévalente à l'époque d'ailleurs, comme d'autres épidémies dont la pointe se fait sentir dans les années 60, avec des centaines de milliers de personnes qui ont été touchées de par le monde. Un vaccin a été créé en 1965 et un deuxième vaccin a été créé un peu plus tard. Le premier était intraveineux, c'était un virus désactivé, et ensuite on a trouvé un vaccin oral. Il a fallu des années pour vacciner toute la population. Il a fallu de longues années. Même dans les années 60, les gens étaient toujours infectés par la polio. Je vous donne une idée. En 1988, encore 360 000 personnes ont été infectées par la polio de par le monde. Aujourd'hui, heureusement, 99% de la polio a été éradiquée. Il y a 3 souches. Certaines n'ont été éradiquées qu'il y a quelques années. Et une est toujours endémique dans certaines régions du monde. Alors, tant que le virus existe, n'importe qui peut l'attraper. Et c'est pourquoi il faut continuer de vacciner. Ce n'est qu'en 1994 qu'on a pu déclarer qu'on avait éliminé la polio en grande mesure. Donc, il a fallu des décennies pour l'éliminer, pour ainsi dire, quoique des infections demeurent. Alors, je suis touchée par divers moyens par cette infection. Je suis affaiblie, paralysée en partie, et ça ne m'a pas empêché quand même de vivre une vie relativement en santé, malgré cet état de santé. Et ça ne m'a pas empêché de poursuivre mes rêves. Mais au mois d'avril, mon père, qui était victime de la COVID-19, a perdu la vie. Évidemment, c'est une pandémie, donc des épidémies partout dans le monde. Nous vivons donc dans une réalité différente. La maladie de la polio touchait surtout les enfants de moins de 5 ans. Alors qu'aujourd'hui, on est aux prises avec une réalité très différente. Les personnes touchées par la COVID-19 ou qui en souffrent le plus sont généralement les personnes âgées. Dans le système de soins de santé au Québec, avec cette pandémie récente, moi, j'étais proche aidant pour mon père. Alors, ça a été très dur de ne pas pouvoir le voir pendant des semaines, à partir du mois de mars, car c'était le décret au Québec. Et mon père est décédé le 8 avril. 3 jours avant, j'avais eu ma dernière conversation avec mon père. Mon père m'a dit, Mario, ramène-moi à la maison. Et malheureusement, 3 jours plus tard, il est décédé. Étant chrétien lui-même,
c'était peut-être réconfortant d'arriver dans son domicile ultime. Mais la réalité, c'est que dans cette situation, ne pas pouvoir le voir, ne pas pouvoir le réconforter. D'ailleurs, il avait du mal à s'exprimer dans les langues officielles. Alors, ça a été encore plus pénible de ne pas pouvoir obtenir de l'information des prestataires de soins par rapport à son état, ne pas pouvoir communiquer avec le centre où il vivait. Ça a été vraiment pénible. Et c'est la raison pour laquelle le rapport produit par la FCISS, que j'appuie sans réserve, reconnaît ces difficultés que j'ai vécues. Et je crois qu'il est très important de souligner ces difficultés. Il est important de rajouter la voix de toutes les parties prenantes. La FCSS est la voix qui réunit ces parties prenantes et qui communique cette information. C'est très important. Alors, mes félicitations à vous et à toute l'équipe, Jennifer. J'ai eu une longue conversation avec Carol Fancott, directrice à la FCISS, et Tania McDonald également, directrice à la FCISS. Et je pense que pour l'avenir, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut continuer d'écouter, de saisir l'information. Il faut faire partie de la solution. On a tous un rôle à jouer dans cette situation qui durera sans doute très longtemps. Si je tire une comparaison avec ce que j'ai vécu par rapport à la polio, le virus existe toujours, vous savez. Enfin, c'est mon opinion. Je pense qu'il faudra des années avant qu'on puisse effectivement contrôler le virus. Alors, il faut tous demeurer vigilants et présenter des idées pour composer avec cette nouvelle réalité. Merci Jennifer, merci à la FCISS d'avoir mobilisé tout un groupe pour réfléchir à ces questions et d'avoir accepté de mener la charge. Merci. Ah, excusez-moi, j'étais en sourdine. C'était ma faute aujourd'hui. Bon, ça y est, je suis de retour. J'espère que je n'oublierai pas la prochaine fois. Alors, je disais tout simplement, Mario, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très important, comme vous le disiez, que tout le monde soit réuni, car on veut créer un collectif pour partager des connaissances et des expériences, des perspectives pour nous permettre d'avancer. Merci. Sur ce, nous passons d'est en ouest. Je sais qu'il y a beaucoup de perspectives à communiquer. Nous commencerons donc par le docteur Samir Sina. Docteur Samir Sina, merci de m'avoir invité à faire partie de ce lancement. Et je souhaite de nouveau féliciter l'équipe à la FCISS et l'Institut canadien pour la sécurité des patients d'avoir commandité ce travail, car nous espérons d'éviter une deuxième vague, mais il est très important, maintenant qu'on a une petite occasion de respirer, de faire un retour sur ce qu'on a vécu pour voir ce qui a bien fonctionné, parce que beaucoup de choses ont très bien fonctionné, mais aussi ce qui a déraillé, et aussi apprendre de l'expérience très diversifiée que nous avons partout au pays, à savoir comment comprendre ce qu'on aurait pu éviter et quelles autres actions, quelles autres mesures auraient été prises. Lorsqu'on pose la question, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une deuxième vague? Je pense que ce qu'il faut reconnaître, et d'ailleurs Mario Di Carlo en parlait avec une expérience impressionnante à la lumière de son expérience de la polio, mais on n'a jamais vécu de pandémie qu'il n'y a pas eu de deuxième vague. Et on commence déjà à observer aux États-Unis le fait que la première vague n'est pas encore terminée et on constate dans certains endroits, tandis qu'on amorce la réouverture, des préoccupations à l'effet que l'on constate les tout débuts d'une deuxième vague. Évidemment, on est inquiet que si on rouvre la frontière, si on commence à permettre beaucoup plus de déplacements de part et d'autre de la frontière, vous vous rappelez peut-être à l'île du Prince-Édouard, il y a quelques semaines, un voyageur américain qui ne pouvait rendre visite à son ami sur l'île, a demandé à son ami de venir lui rendre visite au Nouveau-Brunswick et ça a occasionné une infection entre lui et la personne qui ensuite a visité un établissement de soins de longue durée. Dans ce cas-là, on a pu éviter le pire. Personne n'a été infectée dans l'établissement de soins de longue durée, mais ça montre bien à quel point on peut être vulnérable, surtout si on en a un peu marre de s'isoler. Alors, de mon point de vue comme gériatre, étant donné que je m'intéresse énormément aux politiques et que j'y réfléchis longuement, je pense qu'on a compris que lorsqu'on regarde ce qui se passe partout au pays, lorsqu'on regarde les données, on commence à constater que certaines instances ont eu des résultats remarquables, alors que ce n'est pas le cas d'autres instances. Et une de mes contributions a été de piloter
l'équipe de Ryerson pour tâcher de saisir les données et examiner ce qui se passait. Parce que on avait une difficulté, c'est-à-dire que lorsqu'on commençait à constater que la COVID touchait nos établissements de soins de longue durée, il était difficile d'obtenir des données de qualité et d'avoir une image globale. Dans des endroits comme l'Ontario, on déclarait des données pour les 626 établissements de soins de longue durée, mais il y en avait 779 qui étaient ce qu'on appelle des maisons de retraite, qui étaient également à risque et pour lesquelles on n'avait pas de données, ou enfin pas suffisamment de données. Dans d'autres provinces, on avait du mal à faire le suivi des données. Et le plus grand défi a été de travailler avec le Québec, où on a encore des difficultés simplement pour obtenir une documentation claire par rapport au nombre de membres du personnel qui ont été infectés dans ces établissements. Pourquoi les données m'intéressent-elles autant? Eh bien, parce que le docteur Tedros de l'OMS l'a dit très clairement, on ne peut pas combattre un incendie les yeux fermés. Pour ceux d'entre nous qui travaillons à l'ICSP ou à la FCSS, on sait que du point de vue de l'amélioration de la qualité, sans données, il est impossible de comprendre ce qui se produit. Et ensuite, il est impossible de trouver une solution, trouver un moyen de s'améliorer. Mais lorsqu'on commence à examiner les données, et d'ailleurs, pour notre tableau de bord sur la COVID, on a cartographié tous les établissements de longue durée où il y a eu une éclosion, on a réuni les données et on a produit un résumé canadien. Ce qu'on commence à constater, c'est la variation des réussites. Vous voyez des provinces comme la Colombie-Britannique qui a été louée parce qu'elle a agi très rapidement. D'ailleurs, Alison Orr nous en parlera. Donc, des actions décisives qui ont été prises par les dirigeants de la Colombie-Britannique qui ont donné que seuls 10%, je crois 39 établissements de soins de longue durée se sont retrouvés avec une éclosion. Mais si vous allez à une population moins peuplée, comme l'Alberta, vous allez constater que 20% des établissements de soins de longue durée se sont retrouvés en situation d'éclosion. Et ils ont eu beaucoup plus de cas que la Colombie-Britannique. Mais l'Alberta a pris aussi beaucoup plus de temps à mettre en œuvre certaines de ces mesures décisives qui avaient été prises très rapidement par la Colombie-Britannique. On est tous au courant de ce qui s'est passé en Ontario, au Québec, où on a presque eu un effondrement du système. Il a fallu appeler l'armée. Il a fallu demander au personnel hospitalier de venir travailler en plus du personnel des districts scolaires et des conseils scolaires. Et on a toujours des pénuries de main-d'œuvre en Ontario comme au Québec où beaucoup de gens, malheureusement, ont tout simplement quitté le réseau car ils ont perdu leur confiance dans le système comme travailleurs. Et les résidents et les familles ont donc beaucoup de mal à se sentir pris en charge par le réseau. Et donc, en examinant ces données, en examinant le rapport qui vient d'être publié aujourd'hui, il est très utile car il ne s'agit pas tout simplement de déterminer ce qui a mal été, mais il s'agit aussi de célébrer nos réussites et de voir comment, dans une province comme l'Ontario, où on a eu beaucoup de difficultés, on constate des zones d'espoir. Par exemple, à Frontenac, où on a eu un partenariat très étroit entre l'hôpital local et les établissements de soins de longue durée et les établissements de retraite pour veiller à ce que l'on endigue les éclosions. Et les choses auraient pu dérailler si elles avaient été faites autrement. Donc, je pense que c'est une occasion très importante. En comprenant ce qui a déraillé, mais aussi ce qui a bien été, je pense qu'on pourra se préparer au pire. C'est-à-dire que les centres sauront quoi faire. On saura non seulement ce qui a bien été au Canada, mais également dans d'autres pays, surtout en Australie, en Allemagne, en Autriche, dans d'autres pays où en fait on a constaté que non seulement les pays préparaient-ils leurs centres hospitaliers, mais ils ont aussi renforcé leur réseau d'établissements de soins de longue durée. Et enfin, le dernier élément sur lequel il faut encore travailler beaucoup concerne la présence des familles. Car on sait que pour beaucoup de résidents, il est impossible de voir son proche aidant. Et bien que les foyers annoncent leur ouverture aux visiteurs, par exemple, ce que l'on entend toujours dans des endroits comme l'Ontario, par exemple, c'est que bien que les règles soient peut-être relaxées pour permettre aux gens de voir leurs proches, ça n'est pas forcément
appliquée. Et c'est un problème parce qu'au final, c'est les résidents et les proches aidants qui sont coincés, surtout lorsque, en fin de vie, une des choses qui vous permet de garder un peu de joie dans votre vie, c'est d'avoir la présence de vos proches. Et pour le proche aidant, pour l'ami qui vient vous rendre visite, de pouvoir rendre hommage à la vie de cette personne, c'est très important. Donc, je crois qu'il est très important que la FCISS se concentre sur la présence de la famille. Et si on pense à la réduction des méfaits, parce que de nouveau, si vous posez la question à n'importe qui dans un établissement de soins de longue durée, de quoi préférez-vous mourir, de la COVID-19 ou de la solitude? Eh bien, je ne veux pas être plaisant, mais je pense qu'il faut toujours protéger les gens. Et lorsqu'on minimise l'importance de la solitude, de l'isolement et l'importance des visites, non seulement pour le proche aidant, mais aussi pour le résident. Enfin, on ne peut pas quantifier cela avec un petit test, comme on le fait avec la COVID. Mais on sait à la lumière de la littérature scientifique et des données probantes que c'est une chose qu'il faut faire convenablement, il faut trouver un équilibre. Alors, je souhaite de nouveau vous remercier de m'avoir invité. Ce sont quelques-unes de mes idées, mais je me réjouis à présent d'entendre ce que nos collègues ont à dire en Colombie-Britannique. Jennifer Zalmer, merci, Dr. Sina. Allison, je pense qu'on vient de vous passer le flambeau, alors dites-nous ce que vous avez vécu. Allison Orr, merci, Jennifer, et bienvenue, très heureuse de faire partie de cet effort. Merci à tous les partenaires de Par le Canada, très heureuse d'être ici au nom de Fraser Health et du Conseil de la qualité des soins de santé de la Colombie-Britannique. Alors, je vais parler aujourd'hui du centre de coordination que l'on a créé à Fraser Health. Alors, pour vous donner une idée sur Fraser Health dessert 1,8 million de personnes en Colombie-Britannique. C'est une des 5 autorités sanitaires de la Colombie-Britannique. On est de Burnaby à la frontière américaine jusqu'à Burrard Inlet. Alors, pour vous donner un peu de contexte, pour les soins de longue durée, on a 16 établissements de soins de longue durée et 65 établissements sous contrat ou privés, ainsi que 31 centres de vie autonomes qui s'appellent ailleurs, par exemple, maison de retraite ou foyer de retraite. Alors, tous ces centres sont inscrits auprès de la Colombie-Britannique. Alors, 112 sites affiliés. Mais la portée de la responsabilité pour la COVID a été élargie pour couvrir les centres entièrement privés, non affiliés, que ce soit des sites communautaires qui pouvaient représenter plus de 200 centres pour lesquels on est responsable dans le cas de l'éclosion de la COVID-19. Alors, le personnel d'éclosion pour Fraser Health, on a eu 24, ou de statistiques plutôt, on a eu 24 éclosions, et ça, c'était du 17 mars au 17 juillet. On est très heureux de dire que pour le moment, on n'a pas d'éclosion dans nos sites partenaires. Tous nos prestataires ont travaillé très étroitement avec nous pour prévenir la propagation du virus. On avait 129 résidents qui ont été atteints, 53 membres du personnel et 44 décès dans les établissements de soins de longue durée et de vie autonome et les foyers de retraite. Avec la première éclosion qu'on a déclarée le 17 mars, on a amorcé l'épidémie et on a donc conclu jusqu'à présent le 17 juillet car nous n'avons plus d'éclosion. Alors, à quoi est-ce qu'on a travaillé pendant l'expérience de la COVID? Eh bien, nous avons créé le Centre de coordination de la lutte aux épidémies en soins de longue durée et d'aide à la vie autonome. C'est pour nous aider à prévenir les infections et à aider nos partenaires des soins de longue durée et d'aide à la vie autonome. Les clés de la réussite, c'est qu'en fait, le centre de coordination était au départ un centre de mesures d'urgence pour réagir aux éclosions au sein des sites et aussi pour distribuer des protocoles cliniques, des outils de soutien, tout ce qui pourrait aider à gérer et à prévenir la propagation du virus. Ensuite, ça a été élargi pour devenir un groupe beaucoup plus collaboratif. Le centre a commencé à penser, à inclure les soins de longue durée, en plus de santé publique, tous les partenaires, dont les médecins hygiénistes, les partenaires de communication de Fraser Health, l'Office de la qualité des patients partenaires, ainsi
que le programme pour les soins de longue durée de Fraser Health. Alors, combinés l'un dans l'autre, on a eu des rencontres bi-hebdomadaires pour créer, réviser toutes sortes de documentation clinique pour aider nos partenaires des soins de longue durée d'aide à la vie autonome pour empêcher les éclosions ou y réagir aux besoins. Un des autres éléments du centre de coordination a été l'établissement de fonctions de réaction à la COVID-19. Lors des premières éclosions, on a réagi de manière un peu pêle-mêle. Alors, on a voulu créer un poste pour une personne qui serait responsable et qui serait déployée sur les sites, qui établirait des contacts avec les sites pour les aider à mettre en place leur propre centre de mesures d'urgence, pour coordonner les interactions avec santé publique, contrôle des infections et collaborer en plus de créer un contact avec les infirmières éducatrices. On voulait aussi veiller, dans le cadre de ce rôle, à être sûr que les mesures de contrôle étaient en place pour éviter la propagation. Garantir qu'il y ait suffisamment d'effectifs, parce qu'évidemment, ça a été un défi pour les sites partenaires de la communauté. Donc, le maintien d'un effectif suffisant était problématique. Il y avait énormément de craintes lorsque les éclosions se sont produites, de sorte qu'on a déployé des membres du personnel de Fraser Health. Et ces responsabilités par rapport à l'éclosion nous ont permis de travailler avec les prestataires pour veiller à ce qu'il y ait suffisamment de personnel sur place ainsi que des ressources en EPI, c'est-à-dire qu'on a suffisamment d'EPI qui soient commandés et déployés au centre. Garantir aussi qu'il y ait une équipe clé. À un moment, pendant la flambée principale, on avait 14 sites où il y avait une éclosion. Donc, on a maintenu pendant plusieurs mois au moins 8 sites où il y avait une flambée. Mais comme je le disais, il n'y en a plus pour le moment. On a une équipe clé de 6 équivalents temps plein qui sont des responsables des éclosions. Mais à un moment, on en avait 32 personnes qui étaient chargées de réagir aux éclosions, parce que c'était un service qu'on offrait 7 jours sur 7. D'autres éléments de notre centre de coordination, la mise au point d'un outil d'audit pour les préventions et le maintien de la prévention au sein des sites. C'est quelque chose qui durera au-delà de la COVID-19, car nous avons déterminé que, en plus de devoir être aussi proactif que possible au sein des sites pour empêcher la propagation du virus, il fallait aussi appliquer nos connaissances, nos enseignements à toute éventuelle éclosion, quel que soit le virus. Alors, on a réuni nos responsables cliniques pour mettre au point un outil d'audit et un processus qui, trimestriellement, est passé en revue entre nous et nos sites partenaires. Il s'agit très souvent de contrôler de prévention des infections, de pays, de communication. Donc, chaque site doit avoir un mécanisme en face pour déclencher des mesures en cas de besoin. Alors, ce même outil est utilisé maintenant au sein de nos cycles d'audit trimestriels. Et si jamais un site se trouve en situation d'éclosion, on se sert de l'outil pour créer des plans d'action et pour veiller à ce que ces plans d'action soient partagés avec le site pour également réagir à toute éclosion. Les apprentissages, en fait, principaux concernent l'amélioration des pratiques de nettoyage, de contrôle et de prévention des infections et également la mise en place des pratiques exemplaires. Les plans d'action sont assortis à des échéances et les échéances doivent être suivies. Et elles sont passées en revue et évaluées également dans le cadre du processus, pendant une épidémie et pendant l'audit de la prévention. Alors, nos partenaires titulaires de licence dans les soins de longue durée et d'aide à la vie autonome continueront de faire des audits de prévention et contrôle des infections sur une base trimestrielle.
Nous allons continuer de déployer ces audits, non seulement dans notre réseau d'affiliés, mais jusqu'à 153 sites supplémentaires. Tous établissements titulaires d'une licence ou centres d'aide à la vie autonome inscrits dans le territoire de Fraser Health devra faire ses audits trimestriellement afin d'empêcher toute éclosion à l'avenir. Voilà. Jennifer Zelmer, merci beaucoup, Allison. Et j'apprécie beaucoup le fait que vous ayez partagé avec nous votre perspective d'avenir. C'est important d'avoir un point de vue prospectif et rétrospectif, comme le disait le docteur Sina. Il faut comprendre ce qui a bien fonctionné, ce qui aurait pu être amélioré, de sorte que l'on puisse se préparer à l'avenir. J'apprécie beaucoup le fait qu'un grand nombre de personnes se posent des questions et se répondent aux questions dans la boîte de dialogue. Alors, je vais tâcher quand même de lire certaines des questions qui n'ont pas encore trouvé réponse. Et à la toute fin, nous aurons quelques minutes, car nous voulons nous servir de cette occasion pour lancer notre nouveau programme également. Alors, dans la boîte de dialogue, on parle de sémantique un peu. Bon, on dit que ce n'est pas tout le monde qui dit soins de longue durée, ce n'est pas tout le monde qui dit foyer de soins personnels ou foyer de retraite. Enfin, les frontières ne sont pas tout à fait les mêmes non plus du point de vue des soins. Alors, si on pense à des établissements de résidence collective, surtout pour les personnes âgées, quoique comme le disait Allison, il peut s'agir d'autre chose, en cas de traumatisme crânien par exemple. Les expériences peuvent être variables selon ces milieux. Alors, est-ce que quelqu'un aurait quelques mots à dire là-dessus? Docteur Sina, c'est une chose que vous avez examinée au fil du temps, n'est-ce pas? Docteur Samir Sina. Oui, alors une des choses que nous avons constatées lorsqu'on a commencé des études au centre, c'était est-ce qu'on veut exclusivement regarder les établissements de soins de longue durée, qu'on les appelle foyers de soins personnels, CHSLD, même les travailleurs ne portent pas le même intitulé. Qu'est-ce qu'on dit pour maison de retraite? Est-ce qu'on dit centre de vie autonome? Et aussi les résidences collectives, ça c'est autre chose. Alors les données que nous avons pour le moment, c'est que nous avons environ 500 000 personnes au Canada qui vivent dans des foyers collectifs, généralement pour la retraite, et ce qu'on appelle des foyers de soins personnels ou des établissements de soins de longue durée ou CHSLD. Mais ce sont tous des résidences qui regroupent un collectif de personnes fragilisées. Mais si vous pensez à une personne plus jeune, bon, moi je suis gériatre, alors jeune pour moi c'est 60 ans, mais si on parle à une personne âgée de 40 ans, ou un enfant qui a des besoins thérapeutiques complexes, par exemple, ces personnes ont peut-être un système immunitaire affaibli. Ils reçoivent des soins dans un environnement collectif où les travailleurs prodiguent des soins à un grand nombre de personnes. C'est pourquoi toutes ces personnes sont à risque. Et on constate dans les nouvelles, les foyers collectifs pour les personnes plus jeunes ont également été victimes d'éclosions et de décès. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que bien que l'on souhaite faire une étude globale, il faut se rappeler que ces foyers collectifs sont très différents. Vous savez, les établissements de soins de longue durée ne sont pas gouvernés par la loi sur la santé. Et lorsque le gouvernement fédéral a voulu intervenir pour aider les provinces, il s'est tourné vers les FCISS, les CSP, les CIS, les IRSC, sachant qu'on a autant de résidences, il faut penser qu'il nous faut un système à géométrie variable. On a un sous-investissement, cependant, d'environ 30% par rapport aux autres pays industrialisés, ce qui signifie malheureusement que les installations sont souvent désuètes dans bien des provinces et territoires. Par ailleurs, on a des travailleurs qui sont mal payés, pas aussi bien que leurs collègues qui font le même travail dans d'autres pays, ou même dans un hôpital public financé par le public. Et en fait,
le dernier élément, c'est qu'il y a certains endroits, comme la Colombie-Britannique, où, par exemple, on a des autorités régionales de la santé, où les gens sont mieux intégrés, interreliés. Une chose que l'on dit dans le rapport très clairement, c'est qu'en Ontario et au Québec, où les choses sont beaucoup plus décentralisées, on n'a pas de modèle aussi convergent et établi. Alors oui, on a tous une réaction distincte, or il y a quand même des traits, des similitudes à en extraire. Bien qu'il y ait ces différences, il y a tant de similitudes que on doit pouvoir coordonner une approche en cas de nouvelle éclosion. Alison, auriez-vous quelque chose à ajouter? Alison Orr. Eh bien, étant donné notre intervention, bon, c'est vrai que principalement en établissement de soins de longue durée, la Colombie-Britannique a un modèle très établi, mais aussi un modèle d'aide à la vie autonome qui est tout aussi bien établi. Étant donné que c'est un service inscrit à l'échelle provinciale, il a une mission un peu plus claire. Alors, on a été mieux outillés au départ pour réagir et pour élargir la portée de notre intervention. Je n'ai pas parlé non plus du fait que l'aide à la vie autonome est plus proche du concept de maison de retraite. Et ça, c'est davantage géré par les soins à domicile. Dans le cas d'une éclosion, cependant, ils sont rapidement rapatriés dans le giron de la gestion des éclosions. Bon, lorsqu'on parle des groupes d'âge, un peu plus tôt quand on disait, tous les soins d'aide à la vie autonome sont relèvent de Community Living BC, qui a un autre mandat, mais on les a rapatriés dans les mécanismes de réaction pour ne pas les laisser pour compte parce qu'on a constaté rapidement que la COVID-19 ne touchait pas qu'un seul groupe d'âge. Elle avait certainement un impact important sur la population âgée, on voulait être conscient de cela, mais il fallait aussi reconnaître au sein de Fraser Health qu'on avait un mandat beaucoup plus vaste et que l'on pouvait rapidement réagir et de la même manière à tous ces types de foyers collectifs. Jennifer Zelmer, merci. Et peut-être que si vous me permettez, que je pose deux, trois questions, que je les réunisse, qui rebondissent sur ce que vous disiez, Dr. Sina. Vous savez, ma grande-tante a vécu jusqu'à l'âge de 106 ans. Et à 101 ans, elle a dit à son fils, qui avait 80 ans, qu'il était temps de remettre de l'ordre dans ses finances parce qu'elle trouvait que les jeunes avaient besoin de son argent, à savoir les jeunes comme son fils de 80 ans. Alors voici quelques questions dans la boîte de dialogue par rapport à l'ensemble des choses qu'il faut faire pour se prémunir à l'avenir. Alors, certaines des annonces récentes par rapport aux nouvelles installations, la conception des nouvelles installations, l'infrastructure, c'est-à-dire des chambres uniques, mais aussi les questions relatives aux interventions qui pourraient aider en matière de capacité d'effectifs, qui pourraient améliorer la présence des proches aidants essentiels et comment réunir ces interventions, un grand nombre d'ailleurs qui sont recensées dans le rapport, et comment les pondérer et les équilibrer. Mario, je vous vois un peu hocher de la tête. Je me demande si vous ne voulez pas nous donner votre point de vue pour lancer le bal. Mario Di Carlo. Dans la résidence où vivait mon père, il y avait des chambres uniques et des chambres partagées. Et je ne pense pas que cela a énormément aidé les résidents. Vous savez, ma mère est dans un autre centre où la majorité des résidents ont connu un taux d'infection élevé, mais qui n'avait pas trait à l'infrastructure des chambres à proprement parler. En soins de longue durée, je pense qu'il faut avoir une approche similaire à celle des centres hospitaliers. On a une population de plus en plus vieillissante.
Ainsi, il est temps de faire les choses convenablement, surtout dans le contexte de la COVID. Jennifer Dahmer, merci Mario. Allison, je sais que vous avez déployé toute une série de mesures, entre autres sur les effectifs. Vous avez quelque chose à partager peut-être? Allison Orr. Eh bien, s'agissant des chambres uniques, on l'examine depuis des années, c'est-à-dire il faut avoir une bonne qualité de vie, il faut son espace individuel, mais dans le contexte de la COVID-19, c'est devenu apparent que c'était beaucoup plus facile de gérer et d'isoler les gens, surtout en aide à la vie autonome, où on a son unité complète et où on se sent moins isolé. Vous savez, ce n'est pas qu'une chambre, c'est une unité complète. Alors ça, c'était pour les chambres individuelles. Maintenant, les effectifs. Partout en Colombie-Britannique, on a voulu imposer une limite au personnel de sorte qu'il ne puisse prodiguer des soins qu'à un seul endroit. Dans beaucoup d'établissements, on avait déjà confiné le personnel à l'établissement. Mais évidemment, il y a une question de rémunération. Il faut permettre au personnel de toucher le même salaire en ne travaillant pas dans plus d'un site. On n'a eu qu'une éclosion reliée à un membre du personnel qui travaillait à plus d'un site. Il y a eu une transmission d'une personne qui avait travaillé à plus d'un site. Alors très rapidement, ça a été éteint. Mais évidemment, il faut augmenter la rémunération des membres de ce personnel. Autrement, on met à risque notre communauté. Alors, il faut absolument l'examiner partout dans la province pour maintenir le même niveau d'expertise et de dotation en personnel, de sorte que aucun de nos domaines de soins ne soit mis à risque, mis en péril. Jennifer Zammer. Samir Sina, vous avez quelque chose à ajouter? Docteur Samir Sina. Eh bien, justement, dans la boîte de dialogue, on parle de l'annonce qui a été faite la semaine dernière à l'effet qu'en Ontario, on disait 1,75 milliard pour 20 000 nouveaux lits. Ça, c'est la même annonce qui a été faite il y a 2 ans pour 30 000 lits. Ce que le gouvernement de l'Ontario a fait, c'est qu'il a augmenté le montant qu'il verse par lit qui devait déjà être construit pour construire ces lits plus rapidement, si vous voulez. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne change rien par rapport aux normes de design. Les normes modernes ne disent pas plus de 2 personnes dans une chambre, ce qui est bien, parce qu'on sait que les chambres à 3 et 4 personnes ont été de vrais problèmes pour le contrôle des infections. Mais mes préoccupations principales, c'est qu'on pourrait construire davantage de ces résidences. Le problème, c'est que lorsque ces résidences de par le Canada ont du mal à recruter des membres du personnel, c'est une difficulté. Il faut avoir une stratégie pour résoudre ce problème avant de construire davantage de lits. Et le problème également que j'ai pour le moment, c'est que on constate des provinces de partout au Canada qui ont du mal à réintégrer les proches aidants et faire la promotion des familles. Alors, je souhaite remercier et féliciter l'île du Prince-Édouard parce que lorsque notre Centre sur le vieillissement a publié des lignes directrices, d'ailleurs, beaucoup de gens de la FCI7 ont contribué au façonnement de ce travail, entre autres Julie Drury et son équipe. Ce qui était formidable de voir, c'est qu'à l'île du Prince-Édouard, par exemple, on s'est dit, oui, ça, c'est très utile pour nous aider à réintégrer les gens. Malgré tout, beaucoup de proches aidants n'ont pas accès à leurs proches. Alors, on a beaucoup parlé d'infrastructure, mais peu de la question humaine, à part peut-être en Colombie-Britannique où effectivement on a parlé des effectifs à temps plein, de la stabilisation des effectifs de travail, alors que bon, le reste des enjeux sont peut-être persistants ailleurs au Canada du point de vue des effectifs. Alors, ce sont les choses qui, à mon avis, doivent être abordées, pas seulement penser aux chambres individuelles par rapport aux chambres doubles ou encore aux chambres à 3 ou 4 résidents. Jennifer Dahmer. Oui, vous savez, c'est cette vaste gamme d'enjeux, surtout avec ces 3 à 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans la période intérimaire qui nous sépare de la grippe saisonnière? Bon, sur le plan de ce
rapport, mais aussi les autres mesures que l'on pourra prendre ensemble. Je pense que je vais demander à mes amis à la FCSS de rafficher mes diapositives. Alors, aujourd'hui, nous lançons une nouvelle occasion. Que vous soyez un établissement de soins de longue durée, une maison de retraite, un foyer de soins personnels, quel que soit votre titre, ça n'a pas d'importance. Votre titre nous importe peu, mais nous vous encourageons à être des nôtres pour que l'on puisse faire progresser ces pratiques prometteuses dans les 3 à 6 prochains mois. Alors, les occasions pour le moment sont de découvrir ces pratiques prometteuses dans le rapport, de rencontrer les résidents et les proches aidants, partenaires de votre organisme pour faire une auto-évaluation. Nous avons réuni les pratiques prometteuses issues du rapport et donc vous aurez l'occasion de déterminer lesquelles vous mettez déjà en œuvre. Par exemple, si vous êtes en Colombie-Britannique et que vous avez déjà des audits couverts par Alison Orr, vous avez de bons résultats, mais peut-être qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous devrez vous concentrer pour les 3 à 6 prochains mois. Il y a peut-être des choses qui ne s'appliquent pas à vous non plus, parce que vous travaillez dans un milieu où certaines situations ne sont pas pertinentes. Alors, cette auto-évaluation vous permettra de fixer votre plan pour déterminer comment vous pourrez mettre en œuvre ces pratiques prometteuses dans les 3 à 6 prochains mois. Et on veut faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Alors, on a une série d'apprentissages virtuels. La première aura lieu au mois d'août sur la présence des familles. Ensuite, le Dr Sina a parlé un peu des outils mis au point pour simuler la réaction à une pandémie. Ça sera en septembre. C'est un travail qui a été commencé à Kingston. Il y aura aussi des occasions d'encadrement, d'échanges entre partenaires avec des gens d'ailleurs qui essaient d'arriver aux mêmes objectifs, mais aussi de partager des outils. D'ailleurs, Alison Orr, merci beaucoup de proposer de partager vos outils, un nouvel outil dont vous parlez pour le mois de septembre. Oui, il est très important de partager ces outils. C'est ainsi que l'on permet aux pratiques exemplaires de voir le jour. Et aussi des occasions d'ajouter à cette série de soutiens avec un financement de démarrage pour les équipes pour vous aider, par exemple, à vous accorder du temps pour travailler à ces questions et aussi des possibilités d'établir des liens avec des chercheurs. Alors, première des choses, rencontrer les proches aidants et les résidents pour remplir l'auto-évaluation ensemble. Et je pense d'ailleurs que dans la boîte de dialogue, on a déjà affiché un lien pour vous inscrire à ces choses qui sont gratuites d'ailleurs. Inutile de le répéter, vous le savez sans doute, mais joignez-vous à nous. Et d'ailleurs, la première possibilité d'apprentissage aura lieu le 10 août et ça concerne la présence des familles. On va réinviter le docteur Sina ainsi que d'autres collègues et d'ailleurs, on aura plusieurs ressources à partager qui sont pratiques et qui comportent des conseils importants. Alison l'évoquait au tout début de ses propos. Elle travaille également pour le Conseil de la qualité des soins et de la sécurité des patients de la Colombie-Britannique. On est très heureux de travailler en partenariat avec ce conseil ainsi que d'autres partenaires. Essentiellement, ce qu'on dit, c'est qu'on construit la route tout en cheminant le long de cette même route parce qu'il est important de multiplier les idées pour arriver aux pratiques prometteuses. Alors, j'espère que vous serez des nôtres dans le cadre de ces possibilités. Et l'occasion n'est pas seulement de partager, mais aussi de façonner ce travail. Alors, l'avantage de construire la route tandis qu'on chemine dessus, c'est qu'il y a beaucoup de place pour l'orienter. Alors, il est important aussi de partager les ressources que vous avez mises au point. Vous le faites dans la boîte de dialogue et je l'apprécie, mais aussi les choses dont on pourrait tous profiter. Alors sur ce, je vois que le temps est quasi écoulé. Je voulais vous inviter à consulter notre site Internet pour rajouter des questions, par exemple, que vous pourriez avoir, que l'on puisse continuer ce dialogue et ces conversations, mais aussi, je souhaite remercier nos panélistes d'avoir partagé une diversité d'expériences, de réflexions qui nous aideront tandis que nous évoluerons. Et
Merci à tout le monde qui a participé à cet appel pour le travail que vous avez fait depuis des années, et le travail qui nous a aidés à nous prémunir contre cette pandémie. Et ces personnes se sont retroussées les manches et qui ont fait beaucoup pendant le printemps et pendant l'été pour aider à la préparation à la pandémie, à la réaction à la pandémie, pour veiller à ce que l'on donne vie à cette promesse. On le doit aux personnes touchées pendant le printemps d'apprendre de cette expérience et de se servir de cette expérience pour s'améliorer au fil du temps. Alors, merci encore d'avoir participé. Il y aura un très bref sondage qui sera affiché dans un tout petit instant pour obtenir votre rétroaction sur ce webinaire et j'apprécie énormément votre participation. Merci encore à tous.